La nuit, l'encre d'imprimerie devenait plus épaisse que le sang. Collante, sentant le métal et l'alcool, elle s'incrustait dans les doigts des maîtres artisans qui, par habitude, murmuraient le nombre d'exemplaires imprimés entre leurs dents. Sur les dalles de pierre séchaient les empreintes de satyres au profil ridiculement étiré et les signes des campagnes où la défaite était cachée sous des titres héroïques. Au matin, ils auraient été transportés vers les bancs, mais des bottes enfoncèrent la porte, une descente, des lampes sous le nez, des caisses par terre. Les gardes empilèrent les feuilles en liasses scellées et l'atelier s'assombrit, comme si l'air avait été coupé. Une voix masculine vous salue et vous demande d'écrire dans les commentaires d'où vous regardez et si vous avez rencontré dans vos villes des cas où la défense des mœurs se traduit par le silence sur les dessins qui se moquent du pouvoir. Il dit que vos histoires aident à dresser une carte des pressions et des réponses et vous souhaite une écoute attentive et agréable. La vérification a commencé de manière formelle et rapide. Un graveur adulte a été contraint de signer un procès-verbal de saisie de feuilles indécentes. Un imprimeur adulte a dû signer un reçu attestant de la conservation des clichés jusqu'à la décision du tribunal. Les gravures bruissaient dans les sacs, emportant avec elles non seulement la satire, mais aussi le changement et le pain. Le rapport de la descente ressemblait à une fiche froide. Nombre de planches, nombre de feuilles, nombre de couteaux et de spatules, nom des encres. Pas un mot sur le fait qu'au centre de ces images se trouvait une moquerie du corps impérial, non pas en tant que corps, mais en tant que symbole. Le ventre, l'uniforme fatigué, les cicatrices des campagnes militaires et les contours des défaites cachées dans des rébus. Dans la note du censeur, adulte et sec comme du parchemin, l'obscénité côtoyait l'insulte à la grandeur. Dans cette association, l'essentiel disparaissait. Le rire derrière l'établi, qui rendait la défaite supportable pour ceux qui payaient l'impôt par tête et enterraient leur mari. Le graveur, un homme adulte aux paumes noires, comprit que le débat sur la moralité n'était qu'un bouclier. Il étala devant lui le registre des saisies de plusieurs semaines, rédigé en toutes lettres, et le compara aux conversations de la ville sur les derniers bulletins de guerre. Le jour où les marchés murmuraient la perte d'hommes et de chariots, des hommes arrivaient le matin avec des lampes et des seaux. Les tracts où la satire dévoilait les défaites silencieuses étaient arrêtés comme indécents. Il remarqua que tous les procès-verbaux suivaient le même rythme. Indécence, menace pour la morale, confiscation. Aucun ne mentionnait le mot « défaite », mais chaque tract emporté dessinait dans ses lignes la carte des malheurs récents, et les acheteurs adultes souriaient, non pas parce qu'ils cherchaient la saleté, mais parce qu'ils trouvaient un soulagement. Dans l'atelier, il ne restait que des pierres humides et des cadres vides. Le graveur a résumé les profits et les pertes dans un tableau simple, les jours sans impression, un calcul affamé, les jours avec impression, des paquets vendus et des conversations discrètes dans les arrière-boutiques. Il ne prétendait pas être saint et ne se vantait pas de sa liberté. Il comptait les déplacements au tribunal, le paiement des frais d'avocat, la nourriture des ouvriers qui fixaient les comptoirs vides. Une nouvelle ligne apparaissait dans ses notes de dépenses, tentative de prouver que l'obscénité ne concerne pas le lit, mais le rire face à la moquerie. Il apporta au greffe un dossier contenant des feuilles où il y avait effectivement plus d'allusions corporelles que de mots, et à côté, un autre dossier où le corps de l'empereur devenait le symbole d'une campagne qui ne s'était pas terminée comme promis. Ce n'était pas un dégel, c'était de la comptabilité. L'enquête a commencé là où elle se termine habituellement, dans le service où des employés adultes triaient les dénonciations anonymes. Le graveur a obtenu l'accès aux documents connexes joints à son dossier et a constaté qu'une grande partie des dénonciations provenait du quartier général, chargé de l'examen préalable des images. Ce fut la première clé du revirement. Le langage des plaintes
correspondait à celui des avertissements officiels et les dates indiquées par des mots figuraient à côté des dates des rapports sur les échecs au front. Là où la chronique du journal parlait prudemment de situations difficiles, la dénonciation utilisait le terme indécent. Ainsi, ce mot grossier devenait un crochet pratique pour sortir des cartes des bancs où la défaite n'était pas cachée, mais signée d'un chapeau, d'un sabre, d'un ridicule tuteur dans une botte. Il rassembla plus de 20 gravures provenant de différents ateliers qui avaient été saisies comme images inacceptables et en nota les caractéristiques. Dans certaines, la figure de l'empereur était déformée uniquement par l'ironie, dans d'autres, par une allusion que le censeur interpréta comme un défi physique. Il remarqua les endroits barrés par le cachet mœurs, apposé sur les feuilles, où le rire ne concernait pas le lit, mais l'escalier sur la carte. Le reconnaître à haute voix signifiait reconnaître que la censure ne protégeait pas le lit, mais le visage du pouvoir. Il choisit d'autres mots. Dans sa note au tribunal, il a utilisé la formule suivante : « Indécent » est utilisé comme un signe conventionnel pour détecter la moquerie politique. La note était sèche et convenait à un dossier où les émotions n'ont pas leur place. Les faits dans la colonne de gauche, les comparaisons dans celle de droite. Dans les registres des perquisitions, il a isolé les objets qui n'intéressent généralement pas les gardiens de la morale, des pierres avec des cartouches où étaient insérés les symboles des campagnes, des clichés avec des inscriptions sur les provisions, de petits coins pour la remise. Ces détails ne parlent pas de saleté, mais de politique. Mais elles disparaissaient avec les feuilles, piquantes, comme si la loi devait effacer de la mémoire des ateliers le souvenir des défaites en même temps que les clichés. Le graveur a ajouté au dossier les témoignages d'acheteurs adultes qui soulignaient l'essentiel. Les feuilles étaient achetées pour rire de la peur et non pour l'excitation. Ce rire guérissait le silence dans lequel étaient redistribués les faire-part de décès. Il ne cherchait pas la pitié dans ses notes, il établissait un lien. Le mot « indécence » fonctionne comme un bouclier lorsque les personnes en uniforme reconnaissent la moquerie dans le dessin. Les chefs des départements stéréotypés agissaient de manière prévisible. Le lien « indécence, seule moquerie » leur était profitable car la loi sur la moralité existait, mais la loi interdisant le rire n'était pas reconnue. Le graveur, qui auparavant dessinait des sujets étrangers, a appris à dessiner des tableaux. Dans la première colonne figuraient les arguments religieux des censeurs qui demandaient d'exclure les sujets nuisibles à l'excitation. Dans la deuxième colonne figuraient les paramètres techniques de la satire, où l'empereur était l'icône de la campagne. Il n'y avait ni sang, ni cruauté, ni intimité. Dans la troisième colonne figurait la liste des échecs dont les adultes chuchotaient dans les files d'attente devant la boulangerie. Les colonnes étaient reliées par un lien invisible. Là où la deuxième colonne contient une carte de l'échec, la première fait apparaître le mot « indécent ». Il a remis ces feuilles à un avocat, un adulte avec une cicatrice à la tempe due à des affaires antérieures, qui a déclaré que le juge aurait besoin d'une étape supplémentaire. Cette démarche était désagréable et dangereuse. Prouver que les auteurs des dénonciations n'étaient pas des paroissiens indignés, ni des pères de famille anonymes, mais des employés du contrôle préalable. Le graveur a trouvé les mêmes erreurs dans les deux dénonciations. Le nom rare du vieux général était mal orthographié et les chiffres du nom du régiment étaient intervertis. Les mêmes erreurs figuraient dans la note distribuée la veille des raids aux gardiens des vitrines. Il a joint une copie de la note et un tableau des coïncidences. La sobriété de ce document était plus forte que n'importe quelle posture satirique. Le juge verrait que la voix du peuple s'exprimait dans le langage de la censure d'État. Là où l'indécence devait protéger la morale, elle protégeait la loi du silence. Le risque d'emprisonnement devenait palpable. Dans les affaires de moralité, le refus de coopérer était puni de plusieurs mois de prison
et de la confiscation des machines. Le graveur commença à préparer son atelier à la fermeture et, parallèlement, à rassembler un dossier de preuves. Il savait que l'accusation tenterait de montrer de la pornographie et à calculer tout ce qui pouvait être considéré comme de la grossièreté corporelle, 2 lubriques avec une allégorie dénudée de l'Europe, un emblème parodique de l'approvisionnement, dans lequel la part de corporel était à la limite de la décence, un dessin avec un masque souligné sur un casque. Il a séparé ces feuilles dans un sac distinct et l'a signé « Controversé, mais pas équivalent ». La pile principale était composée de satires sans allusion au lit, seulement de l'humour lourd sur les marches et les manteaux mouillés, sur les papiers administratifs ébouriffés, sur les symboles où les échecs se concentrent. Son argument était simple, la censure uniformise tout sous le mensonge des mœurs. Dans la salle où se décidait le sort des ateliers, tout était déterminé à la vitesse habituelle de l'administration. Les greffiers adultes de service n'aimaient pas les débats houleux et respectaient les dossiers soignés. Le graveur apporta un dossier soigné et le divisa de manière à ce que le tribunal se reconnaisse. La section pornographie est petite. La section satire politique est grande. La section coïncidence entre dénonciation et mémo est éloquente. Ce n'étaient pas les convictions qui comptaient, mais le poids des preuves. Il ne demandait pas la clémence, il demandait de séparer 2 catégories, les incitations nuisibles et les moqueries acceptables. Il savait d'avance que la victoire serait partielle. Une partie des feuilles serait détruite, une autre sauverait l'atelier et montrerait que les images indécentes n'étaient qu'un prétexte pour exercer un contrôle politique. À cette époque, la ville mûrissait sa propre arithmétique. La peur de la prison se mêlait à la lassitude des marches victorieuses anonymes qui n'apportaient ni pain ni couleur. Dans les magasins pour adultes, les mimiques fleurissaient. Les gens ne disaient pas un mot de trop, mais achetaient là où le rire était un remède. Les yeux vigilants du quartier général remarquaient cette demande et la couvraient de moralité. Ainsi, le mythe de la protection des mœurs engloutissait le véritable objectif: empêcher que la moquerie ne devienne une habitude collective. Le graveur a placé tout en haut une feuille avec une formule concise. Ce n'était pas le corps qui était interdit, mais la possibilité de rire du corps du pouvoir comme d'une carte de défaite. Il était plus facile pour le tribunal d'accepter cela que d'admettre une interdiction directe du rire, et il trouva un appui: séparer la pornographie de la satire politique. Il fallait ensuite maintenir l'équilibre entre un atelier qui reste vivant et une ville qui ne soit pas complètement muette. Il rassembla dans un dossier tout ce qui pouvait montrer le mécanisme sans mots superflus et commença par la chronologie des raids. Semaine après semaine, retranscrite en mots, il comparait les heures des saisies avec les rumeurs urbaines sur les échecs au front. Il en résulta une synchronisation obstinée. Le jour où la nouvelle des chariots cassés et des capotes mouillées se répandait dans les tavernes, des fonctionnaires munis de lampes et de seaux faisaient leur apparition le matin. Le jour où les journaux faisaient discrètement allusion aux difficultés du terrain, le soir venu, des paquets de satire étaient retirés des étals sous prétexte de protection des mœurs. Le graveur a représenté cette synchronisation dans un tableau à 3 colonnes. Dans la première, la date et le thème urbain. Dans la deuxième, le vocabulaire des dénonciations avec les mots clés indécent, offensant, excitant. Dans la troisième, la liste des pierres et des clichés confisqués, parmi lesquels figuraient invariablement les symboles des campagnes, les cartes avec les cratères des passages à guet et les marques ridicules sur les uniformes. Le tableau ne criait pas, il respirait calmement, comme un compteur au trésor public. C'est précisément à ce souffle que le tribunal avait l'habitude de se fier. Parallèlement, il a rédigé sur une feuille séparée une liste de formulations morales. Les dénonciations et les avertissements reprenaient les mêmes combinaisons de mots, comme si elles avaient été imprimées à partir d'un modèle,
outrage aux bonnes mœurs par allusion physique, caricature excitante, perte de la pudeur. Il a joint à ces combinaisons des copies d'une note interne destinée aux gardiens des vitrines, où les mêmes expressions indiquaient les objets à retirer en priorité. La coïncidence linguistique ne semblait pas fortuite, d'autant plus que 2 dénonciations présentant les mêmes fautes d'orthographe dans le nom rare d'un ancien combattant et des chiffres inversés dans le numéro de régiment se trouvaient à proximité. C'est ainsi que s'est produit le 2e revirement. Les voix de l'indignation publique se sont avérées être l'écho des instructions du quartier général du contrôle préalable et l'indécence, un crochet universel, pratique pour retirer de la circulation les moqueries à l'égard des autorités. Pour que le tribunal ne se méprenne pas, il a ajouté à l'affaire des détails médicaux et quotidiens en veillant à rester modéré. Les notes médicales de la prison faisaient état d'insomnie, de tremblements et d'aggravation d'anciennes blessures dues au travail chez les détenus adultes. Les rapports de la garde mentionnaient les doigts gelés des imprimeurs qui attendaient leur interrogatoire dans des couloirs non chauffés. Les registres de l'atelier mentionnaient des temps d'arrêt, des livraisons de papier et d'encre interrompues, la malnutrition des apprentis. Ces détails ne concernaient pas le lit et ne suscitaient pas la curiosité, mais ils montraient le prix de la campagne morale. On appelait cela la protection des bonnes mœurs, mais en réalité, on enfonçait un coin dans l'économie de l'artisanat. Il a également joint une brève note de la Guilde des vendeurs d'images. Après chaque raid retentissant, les ventes d'images religieuses et quotidiennes chutaient comme si la peur bloquait toute illustration, et les boutiques se maintenaient grâce à leurs anciens stocks. Le risque principal restait le même. La moralité ouvrait les portes de la prison plus rapidement que n'importe quel mot moqueur. C'est pourquoi la stratégie de défense exigeait une architecture froide. Le premier bloc comprenait des exemples de feuilles vraiment controversées où l'allégorie était à la limite de ce qui était permis. Elles étaient peu nombreuses. Il l'avait reconnu à l'avance afin de ne pas essayer de tout présenter comme irréprochable. Le deuxième bloc était une pile massive de satire politique sans allusion corporelle, où le comique reposait sur des symboles de campagne militaire, des signes de provision, des capotes mouillées, des charrettes cassées, des poses absurdes sur des cartes d'état-major. Le troisième était la coïncidence entre le langage des dénonciations et celui des mémos. Le quatrième bloc est une chronologie dans laquelle les raids coïncidaient avec les jours de mauvaises nouvelles du front. Le cinquième bloc est constitué de notes économiques et médicales servant de toile de fond à la pression. Une telle composition a permis au tribunal de tracer une ligne sans entrer dans le débat sur le bon goût. La pornographie d'un côté, la satire politique de l'autre. Pendant qu'il peaufinait son dossier, la ville subissait une deuxième vague de pression. Les gardes se rendaient non seulement dans les ateliers, mais aussi dans les boutiques, confisquaient certaines gravures chez les commerçants et les menaçaient d'amende pour stockage de débauche. Les rapports d'accompagnement mentionnaient soigneusement, sans résistance, mais entre les lignes, on pouvait lire la fatigue des adultes vivant des maigres revenus du petit commerce. Le graveur rassembla plusieurs livres du jour, des commerçants, indiquant la baisse de leurs recettes, les compara aux dates des raids et les plaça à côté des lettres de la guilde, qui demandaient au moins d'être prévenus à l'avance des contrôles, afin de ne pas endetter les gens en milieu de semaine. On y trouvait également la liste des petits ateliers ruinés qui n'avaient pas survécu à la confiscation des machines. Ils n'avaient pas de réserve et s'étaient effondrés en silence, tandis que l'on inventait de grands discours sur les convenances pour la place publique. Ils comprenaient que pour obtenir une décision durable, il fallait montrer au tribunal non seulement le préjudice, mais aussi l'alternative. C'est pourquoi une petite section, rarement rencontrée dans ce type d'affaires, a été ajoutée en annexe. Des exemples de satire retirés de la vente à la demande du censeur, retravaillés par l'auteur et remis en circulation sans aucune allusion physique, mais avec le même sens politique.
Sur une feuille, une figure allégorique aux formes accentuées a été remplacée par un tambour cassé et une carte déchirée, sur une autre, par un étendard vide au-dessus d'un pont où des chariots sont tombés. Le tribunal, habitué à cette procédure, pouvait s'appuyer sur ce précédent. Si les mœurs protègent réellement la décence, alors après modification, il n'y a plus de raison de les interdire. Si l'interdiction est maintenue, la raison n'était pas la honte, mais le rire face au pouvoir. C'est ainsi que le tribunal a trouvé une voie vers la division. De manière inattendue, les calculs prudents d'un autre bureau, celui du Trésor public, se sont ajoutés à son argumentation. Dans l'un des mémorandums, froids et dépourvus de passion, les fonctionnaires ont fait remarquer que la suppression totale des images avait un impact sur la taxe sur le papier et l'encre, ainsi que sur la collecte des droits de timbre des corporations. Il ne s'agissait pas d'un soutien à la liberté, mais d'une question de revenus. Il ajouta ces lignes comme argument supplémentaire: tout interdire, c'est perdre de l'argent. Autoriser une partie, c'est retrouver du chiffre d'affaires sans dépasser les limites de la décence. L'économie venait parfois en aide là où les discours sur les principes se heurtaient à un mur. La question de l'identité des auteurs des dénonciations se posait. Il était dangereux de nommer directement le quartier général du contrôle préalable, mais il pouvait continuer à utiliser la méthode des comparaisons. Il a montré que les dénonciations provenant de différentes régions étaient écrites de la même main, avec une écriture régulière et les mêmes erreurs dans les noms rares, qu'elles faisaient de référence à des formulations inconnues du grand public, mais présentes dans les notes internes, que l'adresse de retour correspondait au service postal où se trouvaient les dossiers de contrôle préalable. Le tribunal n'avait pas besoin d'une dénonciation retentissante. Il lui suffisait de constater que l'alerte citoyenne était née dans le bureau d'un greffier. Ainsi, le troisième rebondissement, l'origine des dénonciations, devenait tangible sans risque de transformer l'audience en pamphlet. Pendant ce temps, le graveur continuait d'être malmené de toutes parts. Les apprentis se dispersaient vers d'autres métiers, les lettres se perdaient, les pierres se fissuraient à cause de l'humidité. Il consignait ces pertes dans un registre afin de ne pas se retrouver les mains vides si le tribunal proposait une décision à moitié satisfaisante. Son plan B était simple: mettre à l'abri la machine principale, transférer une partie du travail vers des images courantes, garder en réserve des satires retravaillées sans symbole corporel controversé. Il ne se donnait pas le droit de perdre complètement, car derrière lui se trouvaient des travailleurs adultes pour qui cet atelier représentait un salaire régulier pour chaque impression. Finalement, l'affaire a été portée devant le tribunal, où 5 de ces blocs ont été déposés sur la table du juge. Il n'a pas entendu ni prononcer de paroles fortes, il voyait les doigts tourner les pages, le crayon laisser de fines traces dans les marges en face des coïncidences linguistiques, le regard s'attarder sur la chronologie des raids, où chaque jour saisi coïncidait avec une portion de mauvaises nouvelles. Ce lien ne pouvait être rompu par la rhétorique d'autrui. Le tribunal, sans se faire le défenseur du rire, s'est fait le défenseur de la procédure. Si l'on supprime de la circulation tout ce qui est moqueur sous prétexte d'indécence, demain disparaîtront aussi les caricatures politiques sans la moindre allusion controversée. Il a senti que l'équilibre sur la balance n'était plus un théâtre. La Cour a annoncé la nécessité de diviser les feuilles en 2 groupes, les feuilles controversées, qui doivent être retirées, et les satires, qui ne contiennent aucune allusion physique et sont donc autorisées à circuler sous la mention « caricature politique ». Cette décision n'effaçait pas les pertes passées, mais comblait la principale lacune. Le mythe de la protection des mœurs ne pouvait plus servir de coupe-circuit universel contre la moquerie. Après la réunion, un calme étrange s'est installé dans la ville. Les censeurs sont restés à leur poste, mais leur vocabulaire s'est alourdi. Désormais, chaque indécence devait être accompagnée d'une analyse claire de l'image. Les guildes,
ont poussé un soupir de soulagement, car une procédure d'appel pour les affaires de caricature a été mise en place. La police des mœurs a été contrainte de diviser les feuilles en corporelles et politiques dans ses rapports, ce qui signifie qu'elle a dû assumer la responsabilité de la substitution. Les journaux, qui hier encore gardaient un silence lâche, ont pris le risque de publier de brèves notes indiquant que le tribunal avait distingué les genres. Les ateliers, qui avaient survécu à l'hiver des saisies, ont prudemment remis en vitrine les tambours, les cartes déchirées, les manteaux mouillés et les étendards vides. Pour la première fois depuis des mois, le graveur a vu qu'il ne restait pas zéro dans la caisse, mais un modeste solde. Il savait que la machine ne s'arrêterait pas et trouverait demain un nouveau langage pour cacher sa peur du rire. Mais il avait entre les mains un papier sur lequel était écrit « On ne peut pas couvrir la pornographie sous le prétexte de l'offense impériale, ni déclarer la moquerie de la défaite comme étant de la saleté. » Il a classé cette décision dans ses tableaux, laissant à côté de la place pour de nouvelles descentes et de nouvelles ruses, car c'est ainsi que fonctionne l'histoire. Les interdictions aiment revenir. Et pourtant, ce jour-là, il s'est accordé un bref répit, non pas en tant que vainqueur de la liberté, mais en tant qu'artisan qui a retrouvé le droit à un travail honnête, où la peinture colle au doigt et non au formulaire de la peur. La décision du tribunal marqua le début d'une nouvelle guerre routinière pour les formulations. La chancellerie exigea des censeurs des rapports décrivant les signes de connotation sexuelle, et le papier, qui se contentait auparavant d'un mot fort, devint soudainement lent et détaillé. Les procès-verbaux comportaient désormais des contours schématiques de silhouettes, des flèches indiquant des éléments de vêtements, des listes de symboles de campagne, des listes de cartes et de bannières brisées. Là où un seul mot suffisait auparavant, il fallait désormais des preuves, et chaque trait supplémentaire risquait d'être interprété comme une reconnaissance de l'objectif politique de l'interdiction. Cela ne transformait pas la censure en allié, mais déplaçait le centre de gravité. Le bouton universel « obscène » cessait de fonctionner sans difficulté. Le graveur, qui avait survécu à l'hiver des saisies, gardait 2 piles sur sa table, les satires autorisés et les feuilles controversées, et enseignait à ses apprentis les nouvelles règles de prudence. Si le sourire reste sur le tambour et la carte déchirée, la feuille arrivera jusqu'au comptoir. Si le sourire tenait sur les contours du corps, la feuille était envoyée dans la boîte controversée où se trouvaient d'autres risques. Le mot « appel » est apparu dans le livre de la Guilde avec une note sur la procédure. Le maître apporte 2 exemplaires, l'un portant le cachet « caricature politique », l'autre la mention « à retravailler » avec une liste des éléments douteux. Derrière cette procédure austère se cachait un nouveau système de freins et contrepoids. Le censeur qui avait signé le physique devait répondre de la perte des pièces fiscales provenant du papier et de l'encre, et le Trésor public devait répondre des recettes manquantes. Les boutiques de la ville, qui jusqu'à récemment s'immobilisaient à la vue des lampes et des tampons, ont commencé à vivre par cycles courts. Une semaine pour graver le cliché, une semaine pour les épreuves, une semaine pour les négociations prudentes, une semaine pour les réponses du bureau. Le graveur tenait un registre simple et militaire. Les jours où l'encre allait à la caisse, les jours où l'encre imprégnait les plateaux vides sous les machines immobiles. Les registres pénitentiaires comptaient moins d'imprimeurs adultes détenus en attendant clarification, mais les notes médicales continuaient de faire état des conséquences de l'hiver. Tremblements chez les personnes qui attendaient leur convocation depuis des semaines, douleurs dans les mains des graveurs après leur inactivité, insomnie chez les vendeurs qui voyaient leurs marchandises disparaître sous leurs yeux. Les rapports médicaux ne ressemblaient pas à une déclaration politique, mais rendaient visible ce qui se noie habituellement dans le bruit. La protection des convenances, servant de couverture au contrôle administratif, portait un coup fatal à l'artisanat. En lisant ces lignes, les juges ne devenaient pas des défenseurs héroïques de la satire,
mais acceptait plus facilement la division des genres et une nouvelle expertise. Dans l'une des affaires qui ont suivi, le tribunal a exigé des censeurs qu'ils joignent non seulement une description verbale de l'indécence, mais aussi un croquis où l'élément litigieux était séparé de la partie politique. Cela semblait insignifiant, mais cette insignifiance transformait les mœurs d'une matraque en un crayon qui laisse une trace. Une nouvelle culture de lecture prudente est apparue sur le marché. Les acheteurs adultes, éduqués par la panique hivernale, ne cherchaient pas le risque dans la satire, mais la clé pour vivre la vérité commune et honteuse. Les manteaux mouillés, les convois vides, les cartes déchirées, les rapports incorrects. Ils n'achetaient pas pour la sensualité secrète, mais pour le moyen désormais autorisé de ne pas devenir fou à cause de l'indicible. Les vendeurs, qui pendant de longues semaines de raids craignaient même les scènes de la vie quotidienne, ont remis en vitrine des feuilles de genre, artisanat, fêtes, bateaux sur les canaux, délits de rue sans cruauté, et ces séries, associées à la satire, ont sorti les boutiques du rouge. La Guilde voyait clairement que chaque indécence pendant les périodes de défaite des rapports du front réduisait le chiffre d'affaires de l'industrie papetière, et désormais, dans la correspondance avec le Trésor public, le ton avait changé. La séparation des genres rapporte des recettes. L'administration n'aimait pas les mots libres, mais elle aimait les pièces de monnaie, et cela devenait un soutien discret pour les ateliers. Entre-temps, le graveur était revenu à la source du mythe et du document, afin de ne pas perdre le fil. Il avait rassemblé un bloc de coupures de presse sur la défense des mœurs, qui affirmait que la ville était débarrassée des images obscènes et avait placé à côté un bloc de définition officielle de la caricature politique avec lesquelles le tribunal avait autorisé à travailler. La rupture était évidente. Le mythe continuait à vendre l'histoire du sauvetage de la morale, tandis que le document proposait des instructions pour ne pas confondre le rire sur le pouvoir avec l'incitation à l'excitation. Dans les affaires qui suivaient par inertie, on voyait encore des tentatives de faire passer l'ancienne formule, mais les juges, après avoir pesé le pour et le contre des raids et des reports au front, sont devenus plus prudents. Dans l'une des décisions, rédigée sans émotion, figurait une phrase clé pour le métier, formulée ainsi: « L'obscénité ne peut servir de critère universel pour interdire la moquerie. » La formule n'a pas eu d'effet immédiat, mais elle a donné à la Guilde un fragment de langage qui permettait de défendre non pas le bon goût, mais l'ordre. Au siège du contrôle préalable, des remaniements internes ont commencé. Une partie des employés, habitués à ce mot universel, ont commencé à échouer dans leurs appels et à perdre leur influence. Une autre partie, plus prudente, s'est mise à élaborer des guides méthodologiques proposant de traduire les feuilles controversées en symboles sûrs. Ces instructions ne reconnaissaient pas la culpabilité, mais reconnaissaient la limitation. Si le sourire pouvait être transféré du contour du corps au tambour et à la carte, les mœurs n'avaient plus rien à redire. Le graveur souriait amèrement à cette pédagogie, mais l'utilisait parce qu'elle sauvait la machine. Il comprenait que la menace de la prison n'avait pas disparu, que tout nouvel échec au front pouvait ramener les ordres sévères, et c'est pourquoi il gardait en réserve des doubles sujets. Une esquisse sévère pour le mur de l'atelier, où les ouvriers adultes se réunissaient et discutèrent de l'actualité, et une version remaniée pour le comptoir, où la satire restait politique et non physique. Quelques mois plus tard, une nouvelle rubrique intitulée « Pratique de la séparation » est apparue dans les registres de la Guilde. Elle consignait en quelques lignes le nombre de feuilles remises en circulation après révision, le nombre de feuilles jugées dangereuses selon l'ancienne catégorie, le nombre de feuilles renvoyées devant les tribunaux et le nombre de feuilles restituées après appel. Les statistiques ne ressemblaient pas à une victoire de la liberté, mais rappelaient que la procédure était capable de maîtriser le zoo des mots. Parallèlement, les premières propositions de résolution sur les futurs contrôles ont été déposées au greffe.
séparer l'incitation à la violence physique de la moquerie politique, définir les critères de manière objective, exiger des croquis justificatifs lors des contrôles, introduire pour les satires la mention « admissible en l'absence de connotation physique ». Ces innovations arides s'inscrivaient dans la continuité de la ligne judiciaire et de la prudence étrangère du Trésor public. La ville sortait lentement et maladroitement de l'hiver. Les ouvriers de l'imprimerie retournaient à leurs machines, certains avaient encore les mains tremblantes, et les médecins observaient cela sans pathos, notant le rétablissement du sommeil et du poids. Les boutiques recommençaient à bruisser de papier, et ce bruissement était plus vivant que les discours sur les convenances. Les acheteurs apprenaient à lire le sourire comme on lit une carte, le coefficient de survie pour ceux qui gardaient beaucoup en eux. Le graveur, qui avait moins de clichés qu'avant les raids, gardait néanmoins à l'esprit l'idée principale. La censure n'était pas devenue sacrée, elle avait simplement perdu le droit de se cacher derrière un seul mot. C'était là la limite que l'on pouvait atteindre avec le métier et les tableaux. À la fin de cette histoire, le mythe et le document ne se trouvaient plus sur des rives opposées. Ils s'étaient unis dans une seule ligne de la formule judiciaire. La défense des mœurs ne peut se substituer au contrôle du rire, et la caricature politique qui ne transgresse pas les limites de la décence reste admissible. Cette ligne n'avait rien de romantique, mais elle contenait l'essentiel. Des décisions humaines, issues de la fatigue du graveur, de la pédanterie de l'avocat, de la prudence du juge, de la mémoire avare du trésor public et de l'honnêteté sèche du rapport médical. Chacun a fait son petit geste, et la machine, habituée à fermer les portes d'un seul mot, a reculé d'un pas. Elle restera là demain, mais ceux qui impriment le rire ont désormais un moyen de la retenir. Non pas des cris ou des slogans, mais un dossier contenant la chronologie des raids, les coïncidences linguistiques, les croquis, les appels et les annotations dans les marges, où il est écrit, sans chiffres, pour ceux qui viendront après. Ce n'est pas le corps qui était interdit, c'était la moquerie. Et on peut la ramener si on divise la chaleur du mythe et la froideur du document, et qu'on les fait se rencontrer là où le tribunal reconnaît la différence. La formule judiciaire s'est lentement infiltrée dans la vie, mais la machine n'a pas abandonné. Elle a changé de vocabulaire. Dans les rapports sont apparus les mots « tranquillité publique »,« lutte des classes » et « menace pour la discipline des troupes », où l'on insérait prudemment l'ancienne nervosité, la peur de la moquerie. Le graveur, qui avait survécu à l'hiver et au printemps, réorganisa son entrepôt par mesure de précaution. Les clichés, avec les symboles des corps, étaient désormais conservés séparément sous des chiffons, tandis que ceux avec les tambours, les cartes, les étendards vides et les capotes mouillées étaient rangés dans les tiroirs supérieurs. Il continuait à tenir son journal en 3 colonnes. Dans la colonne de gauche, les nouveaux mots de contrôle, dans celle du milieu, les feuilles révisées, et dans celle de droite, les recettes et les amendes exprimées en mots. Cette prose comptable disait l'essentiel. Lorsque le contrôle se cachait derrière la sainteté, les boutiques mouraient. Lorsque le contrôle était obligé de s'expliquer, les boutiques vivaient et payaient leurs taxes. La Guilde, forte de son expérience amère, a rédigé un petit « Règlement pour les caricatures », un mémorandum expliquant par des règles simples comment transposer le rire d'une allusion physique à des objets de campagne, comment signifier la défaite sans dévoiler, comment laisser de la place dans le cadre pour le lecteur et non pour le censeur. À l'automne, selon les mots consignés, une nouvelle inspection eut lieu, cette fois-ci non pas de nuit, mais de jour, avec un coup poli à la porte et une longue liste. Des fonctionnaires adultes, gantés de gants propres, ont déployé un long papier sur la table et ont méthodiquement inspecté les machines. Ils ont pris plusieurs clichés controversés, dont une vieille feuille avec une allégorie à la limite de l'acceptable, et les ont emportés pour une réévaluation. En échange, ils laissèrent des reçus soigneusement numérotés. Ce n'était pas une faveur,
mais la conséquence de cette même formule judiciaire qui obligeait l'institution à travailler au crayon plutôt qu'à la matraque. Le soir, le graveur rassembla ses apprentis et leur expliqua que la nouvelle cadence était plus lente, mais qu'elle leur donnait une chance de survivre jusqu'à l'hiver. Il leur montra les cartes des rivières sur lesquelles circulèrent les convois, les bannières déchirées, les tonneaux cabossés, des objets à partir desquels il fallait désormais construire l'humour. Les apprentis, adultes et fatigués, acquiescèrent et apprirent à graver de manière à ce que le rire touche le résultat militaire et non la peau d'autrui. À l'autre bout de la ville, l'avocat, celui-là même qui avait une cicatrice à la tempe, préparait la publication d'une petite brochure sur la séparation des genres, non pas comme un manifeste, mais comme un guide destiné aux commerçants et aux imprimeurs sur la manière de traiter les recours. Il y rassembla des cas courts et sans fioritures, quand le tribunal autorisa un journal, après le remplacement d'une figure par un objet, quand il exigea un croquis du censeur et y trouva une substitution, quand il rejeta une plainte parce que l'artiste, malgré les avertissements, continua à insister sur le symbole corporel. Ces notes ne brûlaient pas comme des pamphlets, mais circulaient de main en main comme des outils. Le graveur, les feuilletant sur ses genoux devant sa machine, annotait au crayon les points qui permettaient de gagner du temps, préparer à l'avance une version propre de la satire, conserver la chronologie des raids, noter les écritures et les erreurs, mettre tous les numéros de reçus dans un sac séparé. La mémoire est devenue un métier. Pendant ce temps, les registres hospitaliers ont enregistré la première amélioration depuis de longs mois. Les imprimeurs adultes ne souffraient plus de crises de panique nocturne, les vendeurs retrouvaient le sommeil, les graveurs ne tremblaient plus des mains. Les médecins expliquaient cela, non pas par la bienveillance des autorités, mais par la prévisibilité de la procédure. Il n'était pas nécessaire d'attendre le coup de grâce si l'on pouvait se défendre avec un crayon. Ces lignes sèches, jointes à l'une des plaintes de la guilde, ajoutaient à l'argument du graveur une autre dimension, non économique. Les gens tombent malades lorsqu'ils perdent la moquerie, ils guérissent lorsque la moquerie contrôlée revient. Le tribunal, après avoir reçu ses certificats médicaux par l'intermédiaire des greffes, ne proclama pas la liberté. Il réitéra son ancien verdict, mais de manière plus ferme et plus sévère, séparer, expliquer, joindre des croquis. Et cela obligea à nouveau le contrôle à passer du cri au dessin. L'hiver a apporté une nouvelle épreuve, non pas des confiscations, mais le silence. La ville était à court de bon papier, et il ne restait dans l'entrepôt que du papier rigide, rugueux et qui absorbait mal l'encre. La Guilde a écrit au Trésor public que la baisse des recettes provenant de la collecte du papier ne serait pas due aux caricatures, mais à l'approvisionnement. La réponse fut laconique. Chercher des substituts, préserver les clichés, limiter les tirages. Pour le graveur, cela signifiait une perte de revenus et une tentation accrue pour la censure. Toute pénurie est propice au renforcement de l'emprise étrangère. Il a pris la décision de transférer une partie des satires vers un format plus petit pour économiser de l'espace, de simplifier les formes sans en perdre le sens, de conserver le contraste afin que même sur du papier de mauvaise qualité, le tambour, la carte, le manteau et l'étendard vide restent lisibles. Il apporta les épreuves à la boutique de son ami et vit les acheteurs adultes les glisser délicatement dans leurs poches, non pas comme une collection d'indécence, mais comme de petits talismans contre le mensonge. À ce moment-là, il comprit qu'il avait tenu bon, non pas pour la victoire, mais pour le rythme. Tant qu'un rire intact circule dans la ville, il est possible de parler de défaite sans crier ni se confesser. Au printemps, écrit en mots, le bureau a tenté de reprendre son espace, cette fois-ci en invoquant l'inquiétude pour la discipline. Les caricatures nuiraient à l'esprit de l'armée. Le graveur avait préparé sa réponse à l'avance dans un dossier. Il a montré lors de la réunion
que ces feuilles ne représentaient pas de scènes sanglantes, n'humiliaient pas les soldats, mais s'en prenaient au rapport vide et à la suffisance de l'état-major, que le rire était dirigé vers le haut de l'échelle hiérarchique, que les cibles de la moquerie étaient les cartes des échecs et les drapeaux déchirés, et non les corps des soldats. Il a joint des lettres d'adultes militaires, dans lesquelles il était prudemment indiqué que dans les casernes, ces feuilles étaient lues comme un soulagement après de mauvaises nouvelles, qu'elles ne perturbaient pas l'ordre, mais dissipaient la tension. Le tribunal, sans se poser en juge des âmes, a reconnu que la discipline n'était pas un motif universel d'interdiction. La formule « séparer les genres » a reçu un nouveau soutien, distinguer la moquerie à l'égard de l'administration de la moquerie, à l'égard du service. C'est ainsi qu'est né un résultat global qui ne ressemble pas à un triomphe. L'atelier a survécu, mais il est devenu plus simple. Moins de lignes nettes, plus de signes discrets. La censure n'a pas disparu, mais elle a perdu le droit de se cacher derrière la sainteté et la discipline sans explication. La Guilde a appris à rédiger des appels non pas à la conscience, mais aux instructions, et le Trésor public a appris à calculer où la ferveur verbale se transforme en froideur des taxes. Les cahiers médicaux ne glorifiaient pas la liberté, mais fixaient la mesure humaine. Une procédure prévisible guérit mieux que la peur. L'histoire n'a pas proposé de miracle, elle a proposé un lent travail d'ingénierie sur les mots. Le mythe de la défense des mœurs est resté dans les brochures destinées à la place publique, le document dans les dossiers, où le crayon a vaincu la matraque. Debout à la fenêtre entre les machines, le graveur regardait les acheteurs adultes se disperser lentement sur le trottoir humide, cachant sous leur manteau de petits formats, un tambour, une carte, un manteau, un étendard vide. Dans cet ensemble simple, il y avait tout ce pourquoi il avait survécu au raid. Le droit de rire sans débauche, le droit de se souvenir sans crier, le droit d'exercer un métier sans confession de sainteté. Il ne se considérait pas comme un vainqueur et n'avait pas l'impression d'avoir sauvé une époque. Il avait simplement préservé le langage dans lequel les adultes appellent la défaite une défaite, et l'interdiction de rire une interdiction de rire, même si celle-ci était dissimulée sous le mot « mœurs ». Et si demain, le lexique du pouvoir change à nouveau, il a déjà un dossier avec une chronologie, des croquis, des reçus et des certificats médicaux. Un ensemble qui n'excite pas la foule, mais convainc le tribunal. C'est cette technique pauvre mais honnête qui maintient l'atmosphère dans les ateliers où la peinture est toujours plus épaisse que le sang la nuit, et où le matin, elle suffit à nouveau pour que les gens ne restent pas seuls avec leur peur. À l'été, exprimée en mots, la ville est devenue plus calme, non pas parce que le conflit avait disparu, mais parce que le conflit avait pris forme. Dans la guilde, une nouvelle plaque était accrochée au mur avec une brève procédure. Avant d'appeler la garde, le censeur est tenu d'indiquer les signes d'une allusion physique et de joindre un croquis. Avant de faire appel, le maître devait présenter une deuxième version de la feuille avec le transfert du rire vers les symboles de la campagne. Avant de fermer la boutique, le fonctionnaire devait laisser des reçus numérotés. Ces règles n'ont pas supprimé la pression, mais elles l'ont transformée en un chemin sur lequel on peut marcher et compter ses pas. Le graveur, assis le soir devant son établi, étala devant lui la chronologie des mois passés et y vit une ligne principale, à peine perceptible. Le mythe de la défense des mœurs avait cessé d'être le double anonyme de toute interdiction. Le document que le tribunal avait poussé à la lumière du jour avait forcé la machine à écrire au crayon. Cela signifiait que le métier et le rire avaient acquis la densité des objets, tambour, carte, manteau mouillé, étendard vide, et n'avaient plus besoin de chuchotement. Mais la machine n'abandonnait pas ses habitudes. Elle trouva un nouveau contournement grâce au mot « panique ». Dans les notes de contrôle préalable, on pouvait lire « La caricature sape la tranquillité publique en renforçant les sentiments de panique ». Le mot était séduisant,
Il ne nécessitait pas de décrire la corporéité, ne contraignait pas à dessiner un croquis indécent, promettait une large marge de manœuvre. Le graveur réagit avec les premières feuilles d'un nouveau cycle. Là, le rire fusait plus haut que d'habitude. Il a serré la main caricaturale, non pas sur la chair et non pas sur le soldat, mais sur le papier du quartier général. Des lignes vides, où « tout se passe comme prévu » est écrit avec un effort désespéré. À côté, une trace humide de botte qui a glissé directement sur le mot « victoire ». En bas, une carte déchirée, retournée à l'envers. La satire n'avait plus besoin de personnages, les documents du pouvoir lui-même suffisaient. Les kiosques ont pris le tirage avec prudence et 1 semaine plus tard, le censeur a apporté une nouvelle formulation. Choque la société. Il a fallu retravailler ce mot au crayon. Il a déployé devant le tribunal le schéma familier à 3 colonnes. Dans la colonne de gauche, les dénonciations récentes avec les mots « panique » et « indigne ». Dans la colonne du milieu, les dates des mauvaises nouvelles du front. Dans la colonne de droite, des exemples de caricatures où il n'y a pas une once de corporel et où le rire repose sur des rapports vides, des cartes retournées et des capotes mouillées. Il a joint 2 courtes notes de médecins adultes qui faisaient état de violentes crises d'angoisse, précisément pendant les semaines de silence et non pendant les semaines de satire. Le rire, même amer, aidait les gens à rester optimistes, tandis que les nouvelles vides de sens répandaient une peur tenace. Le tribunal a examiné ce tableau et a demandé des précisions. S'il s'agit de panique, décrivez-en les causes. En réponse, un document laconique a été envoyé, dans lequel un fonctionnaire reconnaissait que parfois, la tranquillité publique signifiait simplement l'interdiction de se moquer des rapports. Cette lettre a jeté une légère ombre sur l'ancienne formule judiciaire et a renforcé la partie où il fallait distinguer la caricature politique et l'excitation sans s'appuyer sur le corps. Parallèlement, la Guilde s'est mise d'accord avec les relieurs et les papetiers pour simplement tromper sur la pénurie. Les feuilles de petit format étaient rassemblées dans des cahiers, comme s'il s'agissait d'une chronique sans nom d'auteur. À l'intérieur se trouvaient les mêmes tambours, cartes, capots et étendards vides. La forme du livre protégeait contre les saisies soudaines, car les livres étaient enregistrés dans un autre registre et nécessitaient une autre procédure d'inventaire. La censure s'en doutait, mais se heurtait au même mur judiciaire. Pour interdire, il fallait des signes de violence physique ou de panique avec justification. Ainsi, le métier, sans gagner en héroïsme, gagnait en vitalité. Le graveur notait dans son registre l'évolution de la caisse. Au lieu de fluctuation, une courbe lente. Au lieu de 0, un solde modeste. Les notes des médecins indiquaient autre chose. Les imprimeurs adultes n'avaient plus de tics dans les paupières, les commerçants ne se réveillaient plus la nuit, le graveur avait moins de tremblements au bout des doigts. Pendant ce temps, le mythe ne cédait pas. Les journaux locaux faisaient à nouveau la une avec des titres moralisateurs. La ville est débarrassée des rires vulgaires. Les imprimeries sont à nouveau mises sous scellé pour débauche. Ces phrases revenaient de saison en saison, car elles étaient pratiques. Le graveur répondait non pas par des mots, mais par la lame de son burin. Il réalisait une feuille sans personnage, avec seulement une chaise vide, sur laquelle était posée une carte déchirée, une courroie de tambour déchirée sur le sol, un manteau jeté sur le dossier et un étendard appuyé contre le mur, sans hampe. Aucune allusion au corps, seulement des objets comme un diagnostic. En bas, une inscription à peine visible au bord de la feuille, « Le rire, là où il n'y a pas de rapport ». Cette feuille a été moins bien vendue que les autres, mais elle s'est avérée utile dans les tribunaux. Le censeur n'avait rien à redire et le juge avait de quoi s'en tenir là. Dans chaque affaire de ce type, la frontière ténue qui séparait les mœurs de la moquerie se renforçait. À l'automne, à nouveau exprimé par des mots, le bureau a fait un pas qui semblait auparavant impensable.
il a publié une brève instruction sur le dessin politique dans laquelle il énumérait les symboles admissibles du résultat militaire, cartes, tambours, étendards, charrettes, convois, bottes, et répétait la formule judiciaire « Les allusions corporelles sont un motif d'interdiction. La moquerie objective est admissible en l'absence d'incitation à la haine. » Cette instruction n'était pas née d'un amour de la satire, mais du désir de mettre fin au flot d'appels et de délimiter plus clairement la discipline. Mais pour le graveur, ce document pouvait désormais être montré ouvertement, sans chuchotement. Les symboles de la défaite pouvaient désormais servir à construire un langage. Sur l'étagère de l'atelier, à côté des lames de burin, ce papier était accroché, non pas comme une icône, mais comme un maître ruban. L'histoire, cependant, ne connaissait pas de fin avec des rubans. Un soir, alors qu'il fermait les volets, 2 adultes en civil s'approchèrent de l'atelier. Ils présentèrent un nouveau type d'ordonnance. Sur le préjudice à la réputation de l'État, il n'y avait ni mœurs, ni panique, ni corporel. C'était une nouvelle contournement. Le graveur comprit que la machine apprenait. Il ouvrit le tiroir et sortit 5 de ses anciens tableaux, les coïncidences entre le langage des dénonciations et des mémos, la chronologie des raids et des mauvais jours au front, les croquis des censeurs, où le physique est absent, les notes médicales sur la santé chancelante des artisans pendant les périodes de silence, les rapports économiques sur la chute des recettes lors des interdictions totales. Il ne prouvait rien avec des mots. Il montrait comment chaque nouvelle étiquette se transformait en une pointe du même parapluie, le contrôle de la moquerie. Les hommes en civil sont partis, laissant derrière eux une menace vide. Le lendemain matin, il a déposé un autre recours, un autre dossier soigné. C'est précisément à ce moment indifférent et administratif qu'il est devenu clair comment se termine toute histoire honnête sur la censure sans sainteté. Pas par une fuite ni une barricade, mais par l'habitude du document. Le tribunal, fatigué de l'inventivité du contrôle, répétait de plus en plus souvent la formule apprise, et celle-ci se glissait lentement mais sûrement dans les instructions. La Guilde a cessé d'écrire des pétitions enflammées et a appris à compter quels symboles passent, lesquels tombent, quelles semaines les machines sortent plus souvent. Les carnets médicaux continuaient à noter les simples activités humaines, où les habitants dormaient mieux, où ils avaient cessé de se disputer dans les files d'attente, où le rire était revenu sans saleté. Les journaux, qui cherchaient timidement leurs mots, ont recommencé à publier de petites piques, sans nom, sans cri, mais avec le droit de sourire devant un rapport vide. Le graveur ne croyait pas au silence comme à une victoire. Il savait que demain apparaîtraient de nouvelles étiquettes, de nouveaux détours et de nouveaux mots pompeux. Mais il conservait une lucidité professionnelle. La séparation des genres était devenue partie intégrante du langage, et tous ceux qui viendraient sélectionner les feuilles seraient tenus de dessiner leur interdiction au crayon, plutôt que de lancer le fouet du mot commun. Le soir, il alluma la lampe près de la pierre, respira l'odeur épaisse de la peinture et passa lentement l'aiguille sur le nouveau cliché. Il n'y avait ni corps ni héros. Il y avait un tableau d'affichage gonflé par l'eau, une carte où les points s'étaient estompés et un tambour fendu au niveau de la couture. Il savait que cette feuille finirait dans une vitrine. Il savait que quelqu'un l'achèterait non pas pour le frisson secret qu'elle procurait, mais pour la simple possibilité de ne pas avaler le mensonge. Et il acceptait cette modeste conclusion comme une mesure humaine. Là où le mythe dit « nous protégeons la morale », le document répond « nous ne cachons pas notre rire ». Et l'artisanat, se tenant entre les deux, choisit le travail patient afin d'avoir encore la force demain d'imprimer ce qui ne peut être dit autrement.